la Terre du Milieu. Qui n'a jamais imaginé que... Ok, vous êtes qui ? C'est moi, Kevin, de la chaîne L'Homme Littéraire. J'ai vu que tu faisais une vidéo sur Tolkien, c'est juste ? Oui... Je pourrais te donner un coup de main. Je dessine super bien les triangles en plus. Ça pourrait servir. C'est vrai. D'ailleurs, si on veut parler de l'ensemble de l'univers de Tolkien, j'ai calculé qu'en termes de dessin, on en aurait pour... les 17 prochaines années. Mais j'y pense. Puisque nous sommes actuellement en Suisse, je sais que quelque part, caché dans les grisons, se trouve le Greisinger Museum. Qu'est-ce que tu en dis ? On pourrait donc profiter de ce musée pour parler de l'univers de Tolkien. Ce serait un excellent moyen de nous immerger. Alors sans plus attendre, demandons à Gandalf de nous ouvrir une fenêtre vers un monde où la magie est de la soupe en sachet et où les gobelins sont des mangeurs de textiles. La réalité. Super, tu viens aussi ? Non. Bon voyage ? Dans un trou vivait un hobbit. C'est avec cette phrase que Tolkien commence l'ensemble de son œuvre gigantesque. Presque 100 ans après la publication du livre, son univers a donné naissance à des films, à des jeux, à des livres et même à un musée. Le Greisinger Museum ouvre en septembre 2013 et accueille à ce jour la plus grande collection au monde autour de l'œuvre de Tolkien. Allons voir son propriétaire. Das Ganze natürlich als wichtigsten Aspekt so, dass man von Beginn an, von der Tour bis zum Ende, durch Mittelerde an die Orte geführt wird. Das ist also die Ambiente, das ist noch ein wichtiger Teil von dem Museum, damit man sich in Mittelerde fühlt. Le musée contient plus de 600 œuvres originales, plus de 3000 livres et près de 10 000 figurines. La visite se fait au maximum par groupe de 14. Bernd, il a lu ses livres, il les a dévorés et il a voulu savoir plus. Et on s'est dit, je vais chercher un musée. Et en cherchant, il a vu que ça n'existait pas. Ce musée, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de musée sur une œuvre pareille, sur une œuvre aussi gigantesque. Et du coup, c'est parti comme ça. Il s'est dit, moi, je vais en faire un. Eh bien, je pense qu'on va avoir droit à une belle visite à travers l'œuvre de Tolkien. Dans cette vidéo, nous vous proposerons donc un survol de l'univers de Tolkien pour tenter de comprendre ses richesses et ses spécificités. Évidemment, on va de loin pas pouvoir s'arrêter en détail sur tout car il y aurait beaucoup trop à dire et ce n'est pas notre objectif. Il s'agit plus d'une présentation générale à l'usage des néophytes. Et avant même d'aborder le contenu fantastique de ces histoires, nous allons nous intéresser à des notions de base comme le temps. Le temps dans l'univers de Tolkien est calculé presque de la même manière que nous, sur la base d'un cycle d'une année qui correspond à 365 jours. Cependant, déjà là, il faut se méfier. En effet, il s'agit là du calendrier des hommes, donné par Tolkien. Il a aussi développé des calendriers pour les elfes, avec 6 saisons et 6 jours par semaine, ou encore un calendrier pour la comté. Il est donc déjà là nécessaire de savoir à quel calendrier on se réfère. Le Seigneur des Anneaux, l'ouvrage le plus célèbre de Tolkien, se déroule sur une seule année, l'année 3018-3019 du Troisième Âge. Gandalf arrive le 12 avril 3018 à Hobbitbourg, la communauté se fonde le 25 décembre, et l'anneau est détruit le 25 mars 3019. Un peu avant, nous pouvons retrouver le Hobbit, dont le voyage durera lui aussi une année, entre 2941 et 2942. Ainsi, l'essentiel de ce qu'on connaît en général sur l'univers de Tolkien se déroule sur un peu moins d'un siècle, mais en réalité son univers est un chouïa plus large. En effet, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux font partie du troisième âge des années du Soleil, qui en compte 4. Avant se déroulent les années des arbres et les années des vents. Ce sont ainsi des milliers d'années que Tolkien aura inventées et sur lesquelles il aura étendu ses différents récits. Il a vraiment développé d'abord un âge où la Terre était plate, par exemple, un âge où il n'y avait pas de soleil, pas de lune, on éclairait avec des arbres. Mais par contre, il y a des événements qui font que ça change et tout est logique. L'ère des arbres s'arrête, mais grâce à ces arbres, le soleil et la lune arrivent, et dès que le soleil arrive, les hommes s'éveillent sur la Terre. L'univers de Tolkien est vaste, mais surtout, il évolue avec le temps. À l'ouest de cette carte, vous verrez Fort Lindon avant d'être face à la mer. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ici réside une vaste terre immergée, le Beleriand. Le Beleriand hébergeait des nains bannis des grandes cités de l'Est, mais aussi des trolls, des dragons, mais aussi les Ents, dont le plus connu est bien sûr Sylvebarbe. Le Beleriand malheureusement disparaît à la fin du Premier Âge, suite à la guerre opposant l'alliance des hommes et des elfes aux forces de Morgoth. Mais le Beleriand n'est pas la seule terre mystérieuse que recèle l'univers de Tolkien. Nous pourrions évoquer l'île de Numénor, située au large des côtes du Gondor et du Rohan. Cette terre, qui se trouve dans la Grande Mer, surgit des eaux grâce aux Valar au début du Deuxième Âge en récompense aux hommes qui ont combattu Morgoth. C'est à la fin du Deuxième Âge que Eru Ilúvatar, un équivalent du dieu chrétien, la submergera. Au-delà de la Terre du Milieu, le monde de Tolkien s'étend sur bien d'autres terres, comme le continent des Terres Immortelles. Ce monde est évoqué notamment dans le Silmarillion ainsi que dans le Seigneur des Anneaux. Pour s'y rendre depuis la Terre du Milieu, ce n'est pas
pas vraiment simple. Il faut tout d'abord traverser l'océan, mais seuls quelques élus en connaissent vraiment le chemin. Durant le premier âge, il était aussi possible de l'atteindre à pied par le nord, en passant par des terres gelées où régnait constamment une brume au froid mortel. Et si vous arrivez à les traverser, vous n'aurez plus qu'à franchir une gigantesque chaîne de montagnes. La Terre du Milieu héberge pléthore de créatures, de peuples, de monstres, d'animaux et même de dieux. Les divinités, très peu présentes dans les films, exercent pourtant un rôle très important dans la mythologie de Tolkien. Jetzt sind wir hier bei der Ainulindale, das heißt die Erschaffung der Welt. Eruluvat heißt der Schöpfer, er hat die Ainur erschaffen. Und hier haben wir einen der 14 Valar. Es ist Ulmo, der Herr der Wasser, der Gewässer, der Seen, der Flüsse. Und er hat einen sehr guten Kontakt zu den Bewohnern in Mittelerde gehabt. Und hier sehen wir Tuor, zu ihm er spricht persönlich. Ensuite, nous avons les créatures humanoïdes, les elfes, les hommes, mais aussi les hobbits. On trouve également un nombre non négligeable d'animaux maléfiques, comme les dragons, l'araignée arachnée, mais aussi les trolls, les montures des Nazgûl, ou encore le Balrog. Enfin, il ne faut pas oublier la nature, qui est un personnage à part entière dans la mythologie de Tolkien. Les Ents en sont le meilleur exemple. À noter que de nombreuses créatures populaires aujourd'hui prennent naissance dans l'œuvre de Tolkien. Par exemple, les orques. Les orques sont ainsi des êtres maléfiques, corrompus par les puissances du mal et loin de respecter les normes d'hygiène élémentaires. Leur origine est plutôt macabre. La plupart étaient jadis des elfes. Puis un jour, Morgoth, un Ainur qui sera le premier à se comporter comme un punk, viendra les corrompre par sa haine et son ambition de détruire le travail des autres Ainur. Ces elfes, pervertis par Morgoth, se changeront petit à petit en orques à la solde de ce dernier. Le mal qui caractérise les orques s'observe jusque dans le mot lui-même, orc, qui vient du vieil anglais orc, et qui signifie tout simplement le démon. La corruption les définit par essence. Ils deviennent les êtres les plus laids alors qu'ils ont été les plus nobles, et ils perdent jusqu'à leur aspect physique en devenant ces monstres difformes perdus au milieu des autres. Gollum, à sa manière, illustre également cette chute très présente dans l'univers de Tolkien. Lui qui fut un hobbit joufflu finira par errer profondément amaigri, profondément mauvais aussi dans la Terre du Milieu. Im Speziellen kann jeder Charakter natürlich einzelne Aspekte haben. Das heißt, ein guter Charakter kann auch schlechte Anteile an Wesen haben und ein böser Charakter könnte auch gute haben. Jetzt sehen wir immer Gollum. Gollum ist das beste Beispiel. Diese Figur, die wir im Herr der Ringe ganz besonders sehen, hat natürlich beide Elemente in sich drin. Und auf der einen Seite bei Gollum überwiegt dann böse Aspekte oder auch gute Aspekte. Und er ist immer ständig zwischen den beiden Situationen, den beiden Polen hin und her gerissen. Und das fasziniert auch diese Figur Gollum. Enfin, parlons un peu des dragons. On connaît Smaug qui loge dans le trésor des nains à Erebor et qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Mais d'autres vivent dans des âges antérieurs et possèdent tous des caractéristiques très différentes. Glaurung, le plus ancien des dragons par exemple, n'avait pas d'ailes, mais il parvenait à perturber l'esprit de ceux qui l'entouraient. Mais le plus grand de tous les dragons, colosse du premier âge, était Ankalagon le Noir. Il combat aux côtés de Morgoth, mais sera terrassé finalement en l'an 587 du premier âge par Eärendil, qui n'est autre que le père d'Elrond. Finalement, les grands dragons sont surtout des créatures des premiers âges de la Terre du Milieu, et s'éteignent pour de bon avec la mort de Smaug. S'il existe dans la Terre du Milieu une très grande variété de lieux, il existe également un nombre considérable de langues. Tolkien en invente plusieurs dizaines qui vont du simple griffouillage sur un bout de papier aux structures grammaticales les plus complexes. So als Jugendlicher sozusagen liebte er Sprachen über alles und auch bei seiner Mutter lernte er Sprachen in der Schule. Und später war ihm klar, auf jeden Fall, ich muss Sprachen studieren. Interessierte sich für Altnordisch, für Finnländisch, also Finnisch oder für Walisisch. Und das waren auch irgendwo dann die Sprachen, die so exotisch waren, dass er seine eigenen Sprachen, die er selber erfunden hat, mit der Klangfarbe dieses Finnischen und des Walisischen färbte und somit bekamen wir Hochelbisch, Quenya und Sindarin, das Grauelbische. La subtilité de l'œuvre de Tolkien repose en très grande partie sur les langues qu'il a créées. La Porte de la Moria en est un très bon exemple. Vous avez par exemple ici un modus qui est assez particulier, c'est celui du Beleriand, parce qu'il est utilisé pour le Sindarin de Beleriand, tout simplement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est particulier ? Parce que en fait ici vous avez les consonnes et les voyelles qui sont écrites. Ok, voyelles, consonnes. Sinon sur la porte elle-même, vous avez plusieurs symboles. Vous allez avoir symbole de Durin et des nains. Vous allez avoir les deux arbres de Valinor qu'on retrouve, la Aurélien et Telperion. Et ceci c'est l'étoile de Fëanor. Et tout en bas, le petit glu-glu, ça c'est une lettre. Et c'est le D pour Durin. Là, vous avez une autre lettre qui est le N pour Narvi.
Et ici, celle-ci, c'est simplement le K pour Celebrimbor. Celebrimbor, peut-être qu'on s'en souvient, c'est celui qui a non seulement fait la porte, mais également fait les anneaux, enfin aidé à faire les anneaux de pouvoir. Tolkien considérait lui-même que la singularité du Seigneur des Anneaux était de proposer une cohérence linguistique supérieure aux autres œuvres de fiction. Chaque peuple, espèce, race possède plus ou moins sa langue en fonction de sa région. Mais les langues varient également dans le temps et elles ont toutes une histoire. Ainsi, le parler noir, la langue du Mordor qui est gravée sur l'anneau unique, n'est pas vraiment une langue, mais plutôt un agrégat de sons extrêmement désordonnés dont on n'a que peu d'informations. Frodon ne la connaît pas et la prendra pour de l'elfique, et Gandalf devra faire des recherches pour la déchiffrer. Comme nous l'avons vu, l'univers de Tolkien est gigantesque. Reste la question de la représentation, comment lui donner forme. Also das Universum Tolkiens, seine Welt, die kann man gar nicht auf einmal erfassen, sondern am besten in Details. Man geht immer in eine besondere Situation und schaut sich sie ganz genau an. Und dort wird man feststellen, dass Tolkien uns sehr viel Informationen hinterlassen hat, sehr detailgetreu, wie er zum Beispiel auch Pflanzen oder Gebirge oder auch die Welt an sich beschreibt. Und Tolkien hat ja auch gesagt, das, was ich beschreibe, ist unsere Welt, die Welt der Menschen, nur zu einer alten Zeit. Alan Lee est peut-être l'illustrateur de l'univers de Tolkien le plus connu. Il illustrera les couvertures des rééditions de Tolkien et travaillera aussi sur la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Un travail pour lequel il recevra l'Oscar de la meilleure direction artistique en 2004. Mais Alan Lee n'est pas le seul à s'être pris de passion pour l'univers de Tolkien. C'est ainsi que de nombreux artistes, amateurs comme professionnels, continuent encore aujourd'hui d'apporter leur vision du rêve de Tolkien. Des visions diverses, comme par exemple un Gandalf à cap rose. Hier sehen wir den Kalender von 1981, den Tolkien-Kalender. Und hier das Bild von Doug Beckmann. Interessant ist, auf diesem Bild, auf dem Original, ist es anders als im Kalender. Wir sehen hier den Gandalf in einer anderen Farbe. Vous avez des artistes qui se sont vraiment intéressés énormément à la Terre du Milieu et qui, dans l'univers Tolkien, sont très connus. Alors, il y a pas, on va souvent me citer Alan Lee et John Ho, qui sont excellents, hein, je veux rien dire. Cory Bloch, je pense qu'on oublie souvent de le citer. C'est très simple, hein, c'est vrai qu'il faut s'enlever presque de la tête tout ce qu'on a. Cory Bloch, son but à lui, c'est de vous montrer un événement en enlevant et en ôtant tout ce qui n'est pas nécessaire à la compréhension de l'image. Cory Bloch était accepté et Tolkien avait acheté de ses toiles alors qu'il n'aimait pas normalement les illustrateurs. Il n'était pas très... Nous arrivons au bout de notre visite au Graysinger Museum. Mais avant de nous en aller, Bernd nous offre un dernier cadeau. Il accepte de nous présenter et de nous laisser filmer dans cette pièce fermée au public. On trouve ici de nombreuses éditions des différents ouvrages de Tolkien, ainsi qu'une masse importante de traductions. Ici, par exemple, un livre en espéranto. Peut-être c'est ça qui me plaît. C'est que vous commencez d'un livre, et après, ce livre, c'est comme si c'était un tronc. Vous commencez par le tronc, puis après, vous découvrez plein de branches différentes. Vous allez découvrir la géologie, vous allez découvrir la météorologie, vous allez découvrir la géographie, vous allez découvrir les langues, et puis après, en vous intéressant à ces langues, vous devez vous intéresser à la mythologie, et puis après, vous vous intéressez à plein de choses, et après, voilà, ça devient un truc énorme, quoi. Man erfährt immer etwas Neues bei Tolkien. Hat so viel über 50 Jahre über seine Welt uns mitgeteilt oder hinterlassen, dass man das gar nicht auf einmal erfassen kann. Man muss Tolkien immer wieder lesen und man entdeckt immer wieder Neues, obwohl man es schon mal gelesen hatte und versteht es dann auch wieder auf eine neue Weise. Also Tolkiens Welt ist so groß, man kann sich ein Leben lang damit beschäftigen. Il existe encore aujourd'hui de nombreux textes de Tolkien qui n'ont pas été publiés. En attendant, moi, la visite de ce musée m'a donné envie de me plonger de nouveau dans des aventures au cœur de la Terre du Milieu. Dans cette vidéo, nous avons tenté de vous montrer ce qui rend l'univers de Tolkien à la fois immense et unique. Il est difficile de synthétiser tant chaque élément traité ici bénéficie d'une histoire bien plus large. Nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg du monde de Tolkien, un iceberg gigantesque qui constitue une planète à lui tout seul. C'est pourquoi, si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous recommander une œuvre comme le Silmarillion. Ce livre retrace l'histoire de l'univers de Tolkien de ses origines jusqu'à la chute de Sauron. Mais avant de courir vous le procurer, je dois vous prévenir. Il s'agit avant tout d'un ouvrage descriptif de l'univers de Tolkien. Mais ces descriptions invitent à parcourir son univers, à nous interroger sur les origines d'un personnage, d'une race ou sur la topographie d'un lieu dont on finit par taper le nom sur internet pour combler notre avide imagination et nous émerveiller encore plus. Tout cela contribue à ce que l'on se perde d'autant plus dans cet univers vertigineux.
lumineux. Et avant que l'on se quitte, je tiens à remercier le Greisinger Museum. Ils ont été bien sympathiques de nous ouvrir leurs portes et d'avoir répondu à nos questions durant toute cette journée de tournage. Et si un jour vous en avez l'occasion, je vous recommande très vivement d'aller vous perdre une après-midi au milieu de cette incroyable collection qui vous plonge avec charme au cœur de la Terre du Milieu. Et merci aussi à l'homme littéraire, un passionné de littérature avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur cet épisode. Je vous recommande donc vivement sa chaîne. Son travail est excellent et il parle même de Tolkien dans la dernière vidéo de son cycle sur les enfers. Et à présent, nous vous laissons enfin, car il paraît que le mal s'est réveillé à l'Est et il est temps pour nous d'aller le combattre. Ou de rentrer tranquillement dans son trou de hobbit et puis attendre que tout cela finisse par passer.